Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le fonctionnement des marchés. On est toujours en économie et on va se permettre aujourd'hui de détailler un petit peu davantage le fonctionnement des marchés en économie. La première chose, on va partir de la base en fait. Imaginons donc qu'on arrive sur un nouveau marché, donc une entreprise va avoir une idée lumineuse et va décider de créer un nouveau produit qui n'existe pas du tout actuellement sur le marché, donc qui correspond à un réel besoin des consommateurs. Initialement, vous n'avez qu'une entreprise, par hypothèse, elle est toute seule sur le marché à ce moment-là, on dit donc qu'elle est en situation de monopole. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en monopole pour une entreprise ? Alors, de son côté, ça veut dire qu'elle est la première à proposer des biens ou des services, et a priori qu'elle est la première à répondre à un nouveau besoin des consommateurs sur le marché. Donc de son point de vue, c'est plutôt confortable puisqu'elle n'a pas de concurrence et donc il n'y a pas cette angoisse en permanence d'être dépassée et donc éventuellement de disparaître sur le marché puisque personne, par hypothèse, ne propose les mêmes produits ou services qu'elle à ce moment-là. De notre point de vue, en tant que consommateur, quel est l'impact du coup du monopole ? Il faut comprendre que si l'entreprise n'a pas de concurrence et qu'elle répond à un réel besoin des consommateurs, de son point de vue, ça veut donc dire qu'elle est en position de force par rapport aux consommateurs, puisque derrière, il y a une attente de la part des individus pour acheter le produit. Quelles en sont les conséquences d'un point de vue économique ? Imaginez un besoin insatisfait des consommateurs et d'un coup, une entreprise qui permet d'y répondre. Mais cette entreprise est seule sur le marché, ce qui veut donc dire qu'avec la meilleure volonté du monde, il lui est impossible de répondre aux besoins de l'ensemble des consommateurs, d'autant plus si son produit est très attractif. Du coup, ça veut dire que la demande des consommateurs va être, par hypothèse, forte, et donc que l'entreprise est susceptible de fixer des prix comme elle l'entend, puisque sachant qu'elle ne pourra pas répondre à tout le monde, l'intérêt pour elle, c'est de fixer des prix qui vont permettre d'écouler toute sa production, mais du coup de faire aussi le maximum de profit. Donc imaginons qu'elle ait la possibilité de produire 100, qu'en revanche elle sait que derrière il y a une attente de 1000, elle sait très bien que sur ces 1000 personnes, certaines auront et l'opportunité économique et l'envie de payer le produit plus cher, soit pour avoir le plaisir d'avoir l'exclusivité, soit pour avoir le plaisir de ne pas attendre et du coup de pouvoir être servi plus vite que les autres. Donc pour l'entreprise, on appelle ça être price maker, ça veut dire avoir la possibilité donc de fixer les prix sans que la concurrence n'intervienne sur le marché. Donc si vous m'avez bien suivi, le fait d'être en situation de monopole, a priori, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur puisque ça veut dire qu'à produit ou service équivalent, on serait amené à payer plus cher. Simplement, donc, j'avance un petit peu dans le temps et dans ma situation d'un point de vue chronologique. J'ai répondu à un nouveau besoin, une seule entreprise est sur le marché. Qu'est-ce qui se passe derrière ? On a un nombre infini, d'autant plus maintenant avec le numérique, on a un nombre infini d'autres entreprises, soit existantes, soit d'entrepreneurs, qui sont à l'affût d'une opportunité. Donc si je me rends compte que une entreprise crée un produit, que ce produit est très demandé par les consommateurs et que l'entreprise n'est pas apte à répondre aux besoins du consommateur, d'ailleurs même si elle est apte, je vais peut-être avoir envie, moi, de me lancer sur ce marché-là. Un exemple qui devrait vous parler, c'est, alors, même si c'est pas très heureux en termes de période, mais c'était la période de la crise sanitaire, où vous avez un certain nombre d'entreprises, soit qui se sont créées, soit qui se sont reconverties pour pouvoir proposer des masques aux consommateurs. Là, typiquement, c'était cette idée-là. On avait un besoin des consommateurs qui était extrêmement fort, et à l'époque, on avait assez peu d'entreprises qui étaient capables de répondre à ce besoin-là. Donc, d'un point de vue économique, ça crée une opportunité. Donc, des entreprises, peu importe le nombre, peu importe les secteurs, mais en tout cas, des entreprises vont saisir cette opportunité de marché et donc vont venir s'installer sur le même marché que mon entreprise initiale. De notre point de vue, en tant que consommateur, ça veut donc dire que ça va créer de la concurrence avec les conséquences que ça a derrière, qui a priori sont plutôt positives, c'est-à-dire de nous permettre de diversifier, nous, la proposition qu'on a,
de produits à notre disposition, aussi d'améliorer éventuellement cette proposition-là, et aussi éventuellement de nous permettre de faire diminuer les prix, puisque les entreprises vont pouvoir mettre en place différentes stratégies, soit des stratégies liées à la qualité, soit des stratégies liées à une offre de prix plus attrayante pour des produits identiques. Du point de vue de l'entreprise, ça veut donc dire qu'il va falloir s'adapter derrière, éventuellement modifier sa stratégie initiale. Le risque pour cette entreprise-là et pour les autres, c'est que du coup, elles sont plusieurs sur le marché, ce qui signifie qu'elles vont devoir se faire une concurrence efficace, prendre les bonnes décisions stratégiques, au risque de perdre des parts de marché, voire de disparaître. Alors, d'un point de vue purement économique au niveau du prix, donc on a dit tout à l'heure que pour le consommateur, la concurrence est aussi une opportunité puisque ça permet de faire a priori diminuer les prix. Il faut donc comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur le marché. Donc soit on est en situation de monopole et dans ce cas-là, c'est les entreprises qui fixent les prix, donc comme je le disais tout à l'heure, qui sont price makers. Soit il y a plusieurs entreprises et donc finalement le prix va être fixé selon un équilibre entre l'offre proposée par les différentes entreprises du secteur et la demande des consommateurs, et donc on va aboutir progressivement à un prix d'équilibre, c'est-à-dire un prix qui va permettre de fournir les produits à la totalité des consommateurs qui en ont besoin et qui va permettre aux entreprises malgré tout de réaliser du profit. Je fais une toute petite parenthèse à ce sujet en rappelant que d'un point de vue juridique, il est par principe interdit aux entreprises de faire de la vente à perte. Et ça du coup on en parlera dans une prochaine vidéo concernant les finalités. Vous comprendrez mieux pourquoi cette règle existe. Alors là simplement on a parlé jusqu'à maintenant de concurrence. En revanche il faut quand même nuancer un petit peu le propos. Effectivement, les entreprises sont concurrentes, mais elles ne sont pas nécessairement toujours dans cette relation-là. Il existe aussi des entreprises qui sont en coopération, et d'ailleurs, parfois, les entreprises sont les deux. Si je prends certains exemples de la téléphonie, on sait qu'actuellement, Apple notamment et Samsung, pour prendre cet exemple-là, sont à la fois concurrents sur le marché et aussi coopèrent, puisqu'ils se fournissent certains produits ou certains éléments dans la conception des téléphones notamment, malgré le fait qu'ils sont concurrents sur le marché. Donc simplement, qu'est-ce que c'est la coopération? C'est le fait pour plusieurs entreprises de travailler ensemble. Alors ça peut être à différents égards, soit vraiment c'est sur leur cœur de métier, donc comme je le disais par exemple dans la téléphonie, soit ça va être dans le fait de mutualiser tout ce qui est secondaire. Donc par exemple, vous avez des entreprises qui sont dans des secteurs différents, mais qui vont mettre en commun un service de secrétariat. Donc le secrétariat va être central, si vous voulez, et va intervenir avec plusieurs entreprises de plusieurs secteurs. Ça permet quoi? Pourquoi est-ce qu'on coopère? La première raison, ça va être de partager les coûts. Ça permet du coup aux entreprises, pour un même résultat, de payer moins cher. Ça permet aussi de mutualiser les risques quand vous prenez des décisions stratégiques et donc du coup d'être plusieurs sur le marché. Ça permet aussi de bénéficier d'une expertise que peut-être vous n'avez pas dans un domaine d'activité sur lequel vous avez envie de vous développer, ou encore de bénéficier d'une crédibilité financière. Donc par exemple, ce qu'on voit, c'est que parfois des entreprises qui sont bien en place, qui sont crédibles, qui sont pérennes, vont s'associer à de petites entreprises qui sont sur des secteurs un petit peu de niche, mais qui du coup sont experts dans leur domaine, et donc du coup les deux s'associent pour pouvoir cumuler les avantages d'un côté de l'expertise et de l'autre côté de l'assise financière confortable. J'en reviens à ma situation de prix. Je disais donc tout à l'heure que le prix d'équilibre sur le marché était fixé en fonction de l'offre et de la demande. Il faut comprendre que ça, c'est le fonctionnement quand tout va bien, mais qu'il existe parfois des situations où il y a un déséquilibre sur le marché. Alors, on va prendre deux cas principaux de déséquilibre et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Dans certaines situations, on va avoir une production, donc une offre, qui va être inférieure à la demande. À ce moment-là, on est en situation de pénurie. Ça peut être pour différentes raisons. Récemment, d'un point de vue historique, on a vu des pénuries, soit à cause de la crise sanitaire, soit à cause des différents conflits qu'il y avait.
Donc à ce moment-là, on a eu des difficultés d'approvisionnement qui font que la production n'a pas pu suivre malgré la demande des consommateurs. Donc à ce moment-là, on rejoint temporairement la situation du monopole, puisqu'on a une demande qui est haute et une offre qui est faible. Les entreprises vont donc avoir tendance, dans cette situation, naturellement, à augmenter les prix, puisqu'elles sont en situation de force par rapport aux consommateurs, et qu'elles savent, naturellement, que certains consommateurs seront prêts à payer plus cher pour obtenir le produit. Ça, c'est dans un premier temps, sauf que, en termes d'opportunités, certaines entreprises, alors soit les mêmes, soit d'autres entreprises, vont avoir pour volonté d'accroître la production, toujours pour répondre aux besoins des consommateurs, et par ailleurs, au fur et à mesure, même si ça prend plus de temps, on va quand même avoir des consommateurs qui sont satisfaits, qui vont laisser la place à d'autres consommateurs. Donc finalement, la demande va diminuer naturellement, et en face de ça, l'offre va réaugmenter progressivement, et donc on va naturellement revenir à un état d'équilibre. On a la situation complètement inverse en cas de surproduction, c'est-à-dire que les entreprises vont surpasser finalement les attentes des consommateurs et vont se retrouver avec une quantité de produits à vendre qui est supérieure à la demande sur le marché. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, là aussi, les entreprises vont se rendre compte qu'il va falloir écouler les stocks. En fait, pourquoi elles vont écouler les stocks ? Déjà simplement parce qu'il va falloir vendre cette production, et en plus de ça, parce que stocker des produits longtemps, ça coûte cher. Il faut des espaces de stockage, il faut vérifier selon les produits que ça se périme pas, etc., etc. Donc à ce moment-là, la stratégie la plus logique va être de diminuer les prix pour pouvoir écouler les stocks, et donc en face, les consommateurs pour lesquels la demande en fait va être plutôt faible vont être attirés par ce prix plutôt bas et donc vont consommer davantage, ce qui va permettre d'écouler les stocks. Et là aussi, on va se retrouver naturellement de nouveau à une situation d'équilibre. On a parlé jusqu'à maintenant d'équilibre et de déséquilibre sur le marché. On va détailler aussi certains dysfonctionnements de marché. Alors ils sont au nombre de 3. Le premier, ça va être les asymétries d'information. Le deuxième, ça va être les barrières à l'entrée. Et on va enfin parler des externalités. Alors le premier cas, les asymétries d'information. Alors vous aurez compris un petit peu dans le terme, mais c'est toujours plus simple en le disant. Ça va être un déséquilibre dans la transmission d'informations entre deux intervenants en fait sur le marché. Donc je m'explique un peu plus en détail et je vais donner des exemples pour que ça vous paraisse plus clair. Normalement, là je vais sur du juridique, normalement quand vous réalisez un contrat avec une partie, normalement les échanges doivent être de bonne foi, donc vous devez transmettre à la personne en face toutes les informations qui sont utiles à la réalisation du contrat. L'asymétrie d'information, c'est le fait de dire que parfois, par hasard, entre les deux parties, vous en avez une qui détient une information que l'autre n'a pas. Alors soit c'est lié à sa qualité, soit c'est lié simplement aux circonstances, et donc du coup vous avez une information. Donc par exemple, ça peut être le fait, et là c'est frauduleux pour le coup, mais ça pourrait être le fait d'avoir menti sur un diplôme. Dans ce cas-là, vous, en tant que candidat, vous savez en fait que vous n'avez pas le diplôme, en revanche le recruteur ne l'a pas. En termes de consommation, ce qu'on voit par exemple, ça pourrait être sur les réseaux sociaux, les pratiques commerciales qui sont pas très claires, ou alors les publicités un petit peu déguisées dont on n'a pas trop connaissance, d'où le fait qu'ils ont réglementé davantage et que normalement maintenant c'est assez transparent avec les informations systématiques de collaboration commerciale, collaboration rémunérée, etc., etc., pour que nous, consommateurs, on sache en fait que c'est de la publicité. Pour autant, il y a des cas où du coup la publicité est soit indirecte, soit pas indiquée, et donc dans ce cas-là, il y a une asymétrie d'information. Simplement, c'est bien un dysfonctionnement du marché, puisque ça engendre des comportements économiques qu'on n'aurait pas eu si on avait l'information. Donc en plus de ça, ça crée du coup un avantage pour la personne qui détient l'information par rapport à l'autre. Simplement derrière, quelles sont les limites, soit d'un point de vue juridique, soit d'un point de vue économique par rapport aux asymétries d'information. Déjà, de manière générale, ça pose problème puisque ça vient fausser le fonctionnement du marché, puisqu'en réalité, vous allez avoir une perte de confiance,
des agents les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'au lieu de collaborer de façon saine, ils vont avoir une certaine méfiance et ça risque de ralentir les échanges économiques. Ensuite, il y a certaines limites ou certaines possibilités face à ça. Comment est-ce qu'on réagit face aux asymétries d'information ? Le plus logique et le plus rapide finalement, c'est la réglementation. Donc effectivement, la loi va imposer, j'en parlais à l'instant, dans certaines pratiques, des transmissions obligatoires d'informations pour éviter qu'il y ait des dysfonctionnements au niveau du marché. La deuxième chose, c'est que du coup, les entreprises vont pouvoir faire appel à des tiers qui vont opérer des vérifications. Donc si je prends l'exemple de mon recrutement, on pourrait par exemple faire appel à un cabinet de recrutement qui va derrière vérifier la fiabilité des informations, la crédibilité des profils qui sont recrutés, etc. etc. Enfin, vous avez l'intermédiaire entre les deux. C'est pas les agents eux-mêmes qui vont fixer un tiers, c'est pas l'État qui va fixer une réglementation, mais c'est l'État qui va fixer des missions de contrôle à un tiers. Donc par exemple, en matière de sécurité de la concurrence, vous avez la DGCCRF qui intervient dans les différents domaines et qui vérifie les règles de concurrence, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier dysfonctionnement, donc les asymétries d'information. Le deuxième dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Donc je vais détailler en fait les barrières à l'entrée. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de barrières. Il y a des barrières naturelles, donc si je dis les choses clairement, d'un point de vue ressources naturelles, l'économie en fait est basée sur le fait d'être capable d'utiliser les ressources, sachant que ces ressources sont limitées. Donc nécessairement, quand vous utilisez de la matière première qui vient de l'environnement, et donc quelque part tout part de l'environnement de façon directe ou indirecte, à un moment, naturellement, il y a une limite puisque les produits sont plus disponibles. Donc quand vous faites des vêtements à base de coton naturel, le jour où il n'y a plus de coton naturel, vous ne pouvez plus produire. Donc ça, c'est la première barrière naturelle. Vous avez des barrières derrière qui sont financières, puisque certaines entreprises vont développer un pouvoir financier qui fait que ça va être très compliqué de rentrer sur le même marché et de réussir à concurrencer ces entreprises. On parle de différents acronymes actuellement, mais celui que vous connaissez le mieux, c'est les GAFA ou GAFAM, actuellement, qui sont donc les géants de la tech, géants américains de la tech, et qui ont développé un tel pouvoir sur le marché que c'est très difficile de rentrer sur ces marchés-là, et donc du coup d'avoir un contre-pouvoir sur ces marchés-là. Ensuite, vous avez des barrières réglementaires à différents niveaux. Ça peut être soit l'obligation, par exemple, pour faire certaines activités d'avoir un diplôme. Donc par exemple, vous pouvez pas être pharmacien sans avoir le diplôme, ou ça peut être certaines réglementations par rapport à l'activité. Donc par exemple, vous pouvez pas faire de vente de produits alcoolisés si vous n'avez pas la licence 4 pour cet objectif-là en fait. Pour ces barrières à l'entrée, comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous avez différents types de barrières. Quoi qu'il en soit, il y a des limites derrière, puisqu'on comprend bien que s'il y a barrière à l'entrée sur le marché, on a donc plus de chances de se retrouver en situation d'oligopole ou de monopole, et donc que c'est pas très souhaitable pour le consommateur, et donc pas très souhaitable pour l'État, pour le fonctionnement de l'économie. Donc là aussi, quelles sont les limites ? Là, pour le coup, on est sur un fonctionnement qui est plus associé à de la sanction. On a interdiction de tout ce qui est pratique anticoncurrentielle ou restrictive de concurrence. Donc si je parle uniquement des pratiques anticoncurrentielles, il faut savoir donc que les pratiques anticoncurrentielles, c'est interdit. C'est donc qu'on n'a pas le droit volontairement de fausser le jeu de la concurrence, puisqu'en fait c'est pas souhaitable pour le marché. Donc là pour le coup il y a plusieurs situations. Je vais vous en citer 3. Le premier cas, c'est les ententes illicites. Donc c'est le fait pour plusieurs entreprises sur le même marché de se mettre d'accord sur les prix qui vont être fixés. Et donc là toujours, c'est à l'avantage des entreprises, mais c'est au détriment du consommateur, puisque si toutes les entreprises se mettent d'accord pour fixer les prix seront plus élevés que si elles devaient se faire concurrence pour proposer le meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs. La deuxième pratique anticoncurrentielle, c'est ce qu'on appelle l'abus de position dominante. Donc bien sûr, on peut être leader sur un marché, mais il ne faut pas profiter de façon abusive de cette position-là pour bloquer l'accès au marché de ses concurrents. Le troisième cas, c'est des prix qui seraient abusivement bas.
Donc on a bien expliqué qu'effectivement l'objectif quand même sur le marché, c'est de concurrencer les entreprises et donc ça peut être par les prix. Par contre, il ne faut pas que la baisse de prix soit soutenue uniquement par un objectif de contrer en fait la concurrence et en fait quelque part de les faire tomber dans cette circonstance-là. Le troisième dysfonctionnement de marché, il s'agit des externalités. Alors je suis pas sûre que vous connaissiez le terme, sauf à avoir déjà fait un petit peu d'économie, et des fois vous l'entendez sans trop savoir de quoi il s'agit. Les externalités, ça vient donc d'externe, donc si je dois l'expliquer, c'est le fait, dans le cadre du fonctionnement habituel de l'économie, qu'il y ait une modification du bien-être sur des agents extérieurs sans qu'il y ait volonté de le faire et sans contrepartie financière par ailleurs. Donc ces externalités-là peuvent être positives ou négatives, donc soit j'améliore le bien-être des autres agents involontairement, soit je détériore le bien-être des autres agents involontairement. Donc quand on parle d'externalités positives, donc j'améliore le bien-être, ça va être par exemple tout ce qui est lié au développement durable. J'utilise par exemple des matières qui luttent, en tout cas qui ne contribuent pas à la déforestation, bah ça va avoir un impact puisque l'air va être de meilleure qualité, puisque y aura moins de risques d'incendie, etc., etc. Donc ça a plusieurs incidences. Pour moi, entreprise, il y a le fait que ça va augmenter mon image de marque. Derrière, les agents vont globalement avoir confiance et en plus de ça, il y a la possibilité dans ce secteur-là d'obtenir des labellisations, des certifications qui vont me permettre en fait de montrer mon engagement dans certains domaines. Donc par exemple, je vais pouvoir avoir un écolabel qui montre que je suis investi dans la protection de l'environnement, bien que j'ai une activité lucrative. Ensuite, pour tout ce qui est négatif, alors de façon générale, c'est souvent lié à la pollution. Donc à ce moment-là, il y a différents degrés aussi en termes de limites et ou de sanctions. La première chose, c'est que quand je pollue, en fait, il va y avoir une dégradation de mon image de marque, une perte de confiance. Le terme qu'on entend souvent, c'est les bad buzz. C'est quand même très courant actuellement d'avoir des bad buzz où vous vous rendez compte que certaines entreprises polluent l'environnement. Parfois d'ailleurs déjà elles ont une image dans un premier temps qui est, une image de façade qui est très protectrice de l'environnement et on se rend compte que par derrière, la protection de l'environnement est quand même très superficielle. Donc, perte de confiance des consommateurs et aussi derrière, il y a toutes les réglementations qui sont mises en place puisque potentiellement derrière, c'est frauduleux et donc du coup, c'est puni par la loi. Donc vous avez toute la réglementation, ce qu'on appelle le pollueur-payeur. Donc où l'idée c'est d'imposer une taxe à ceux qui polluent dans certains domaines. Vous avez des amendes quand c'est des activités qui sont illicites ou en tout cas des façons de faire qui sont illicites, etc., etc. Voilà, du coup on a expliqué un petit peu plus en détail et j'espère que c'est plus clair pour vous tout ce qui est fonctionnement du marché et tous les dysfonctionnements qui pouvaient intervenir. On se retrouve dans d'autres vidéos pour de l'économie. À bientôt!